ce que c'est que le bench, la justification, les risques, la méthodologie, les références et le champ d'application, les avantages, les réalisations et perspectives. En bref, puisque nous avons déjà beaucoup entendu, à l'issue de mon propos avec vous, j'aurais peut-être apporté quelque chose si vous avez retenu la quintessence de ce que c'est que la définition du benchmarking, ce à quoi il consiste, les avantages pour vos entreprises et l'exploitation que vous pourrez en faire en vrai. Pour vous parler du benchmarking, donner une définition littérale peut s'avérer un peu léger selon les capacités d'appréhension de chacun d'entre vous. Mais j'ai choisi d'exploiter une analogie, un fait banal pour vous faire comprendre. Cela part d'une émission télé que je suivais un jour. On faisait la biographie du général de Gaulle de façon très simple, et c'était son fils qui racontait. Et il indiquait aux journalistes qu'une fois il était rentré de l'école, très courroucé, parce qu'on avait caricaturé son père. Pour dire banalement, comme dans nos quartiers, on avait dit que ton père est laid. Et ça ne lui a pas plu, il est rentré de dire à son père que papa, on a dit que tu es laid, je me suis même battu pour ça. Vous voyez bien le général de Gaulle grand et comme il était. Et le général de dire à son fils, Fiston, effectivement, lorsque je me regarde dans la glace, je m'inquiète sérieusement. Mais lorsque je me compare, je me rassure. Il dit à son fils, lorsque je me regarde dans la glace, je m'inquiète, mais lorsque je me compare à d'autres, je me rassure. C'est dire tout l'intérêt de l'allusion aux autres. C'est dire tout l'intérêt de la considération de ce que font les autres. C'est dire tout l'intérêt de la référence de ce que sont les autres pour déterminer qui nous sommes. Je ne souhaite pas rentrer dans les déterminants de ceux qui avaient dit que le général de Gaulle était laid. Est-ce que ce sont ses oreilles? Est-ce que c'est sa bouche? Est-ce que c'est ses pantalons? Je ne sais pas. Je ne sais pas non plus sur quoi le général de Gaulle s'est basé pour dire que lorsqu'il voit les autres, lui, il a des raisons de se rassurer. Je ne souhaite pas rentrer dans cette polémique. Mais toujours est-il que dans le monde des entreprises, les déterminants d'appréciation sont les pratiques et les performances. Je répète, les pratiques et les performances, et pas les performances et les pratiques. Parce que c'est le comment qui travaillons qui détermine le résultat que nous avons après. Cela dit, cette caricature m'a permis d'aller dénicher cette définition selon laquelle le benchmark est une démarche de comparaison des pratiques et de performances d'une entreprise avec les meilleures pratiques et performances des meilleurs de leur secteur au niveau mondial. Nous regardons nos pratiques, nous regardons nos performances, nous les comparons ou nous les apprécions par rapport à ce que font les meilleurs de notre secteur au niveau mondial. De façon basique, c'est la définition qu'on donne du benchmark, l'une des définitions dans tous les cas. Mais pour mieux comprendre ce que c'est que le benchmark, il faudrait peut-être aligner un certain nombre d'interrogations qui sont utiles pour comprendre ce que c'est que le benchmark et l'exploitation qu'on peut en faire. Il y a d'abord la question de savoir pourquoi les autres sont meilleurs. Je ne vous rappelle pas, pour ceux d'entre nous qui avons fait des parcours primaires parfois laborieux et même parfois secondaires, les parents avaient coutume de dire il faut te balader avec les meilleurs, comme ça tu prendras leurs habitudes et tu seras comme eux à un moment. Donc, cela justifie la question de savoir pourquoi les autres sont meilleurs. Où sont-ils? Où est-ce qu'on trouve les meilleurs? Comment font-ils? Que pouvons-nous apprendre d'eux? Comment s'en imprégner? Comment devenir le meilleur de notre secteur? Ce sont diverses interrogations qui conduisent d'abord à comprendre ce que ça peut être le benchmark, mais également à savoir quelle est l'exploitation qu'on peut en faire pour en arriver à de meilleurs niveaux de performance. Cette combinaison d'interrogations amène à avoir une avancée dans la réflexion. Je ne dis pas une meilleure définition, mais une avancée dans la perception du concept. À savoir ici, le benchmarking est une démarche d'amélioration des performances
par l'identification, l'imprégnation et l'adaptation continue des meilleures pratiques observées à l'intérieur et à l'extérieur de notre organisation. Lorsque vous lisez cette définition et que vous vous rappelez de la litanie d'interrogation, vous voyez qu'elle obéit au moins sur chaque ligne à une question qui a été posée. Où sont les meilleurs? Pourquoi ils sont meilleurs? Qui sont-ils? Comment ils font? Comment est-ce qu'on peut faire pour les imiter? Et comment est-ce qu'on peut en arriver pour être meilleur? Cela dit, il y a dans ces différentes définitions les aspects de mesure, les aspects de comparaison, les aspects de performance, les aspects de pratique, mais surtout des aspects de dynamique d'amélioration qui sont permanents sur les différentes perceptions des définitions qui ont été données. De cela, il y a trois grands aspects qui se dégagent. D'abord, l'adoption de méthodes continues de mesure, de comparaison des procédés d'une entreprise avec celle d'une autre firme. L'adoption de méthodes continues. C'est-à-dire que dans les écoles toujours, ceux qui avaient repris avaient coutume de dire aux jeunes novices, il y a un diplôme qui a quelquefois dérangé sur le probatoire. Ceux qui redoublaient disaient, mon petit, c'est pas le 100 mètres, ici c'est la résistance. Pour évoquer l'intérêt de la continuité dans la volonté d'effort qui s'impose à l'entreprise. Ensuite, il y a l'identification des écarts de performance entre les méthodes de travail d'une entreprise et celles des meilleurs de son secteur au niveau mondial. Je veux savoir où sont les autres pour que je mesure significativement la distance qui me sépare d'eux. Cet écart, en réalité, est synonyme de l'effort de travail que auquel je dois me soumettre pour pouvoir en arriver au même niveau de compétence, de performance. Les partisans du culte de l'excellence le savent pertinemment. On a très souvent dit que pour être cinquième à un concours, il faut s'être soumis à la préparation de quelqu'un qui veut être premier. Tout cela reflète à souhait ce qui est porté ici dans le deuxième aspect. Le troisième aspect, c'est intégrer les méthodes des champions dans ces stratégies afin de combler les écarts et améliorer les performances. Intégrer les méthodes des champions. C'est-à-dire que j'ai identifié les champions, je sais où ils sont, je sais ce que je vais sélectionner dans ce qu'ils font, j'ai dégagé l'écart, j'ai une meilleure visibilité de l'effort qui s'impose à moi. Maintenant, il s'agit d'une cuisine interne. Quel est l'effort en matière de pratique, en matière d'organisation que je dois faire pour essayer de combler le vide qui me sépare de moi? Je ne sais pas si vous comprenez bien la dialectique, il ne s'agit pas de le rattraper, même si ce n'est pas avoué, ça peut être dans la tête. Mais de façon méthodologique, il s'agit d'abord de combler le vide qui nous sépare. Et forcément, si on comble le vide, on va arriver à être au même niveau que les champions à un moment. Donc, lorsque je donne deux perceptions de définition de benchmarking, que je donne une litanie de définition, ce qu'il faut retenir à la fin, pour qu'on ne dise pas que j'ai trop parlé et qu'on n'a rien retenu, ce qu'il faut retenir à la fin, c'est-à-dire que s'il y avait interruption d'énergie à ce moment T, l'essentiel à retenir d'abord dans cette définition, c'est que le benchmarking n'est pas une copie. Il ne s'agit pas de prendre et de venir reproduire exactement. Ce n'est pas les mêmes environnements, les conditions ne sont jamais les mêmes, les environnements changent, ça peut être des mêmes méthodes de travail, mais les personnes qui les appliquent ne sont pas les mêmes. Dans ce cas de figure, il peut être très intéressant d'extraire les variables essentielles pour appliquer. J'ai pris les éléments de travail que j'utilise pour être bon. Maintenant, il s'agit de les appliquer à mon environnement et de les adapter. Il faut impulser une dynamique. C'est l'adoption progressive de bonnes pratiques qui pourraient déboucher à de bonnes performances. Ça a l'air un peu abstrait, mais il y a des éléments concrets qui peuvent le justifier. Dans celle des entreprises que j'ai justement eu l'honneur et la chance d'encadrer, j'ai pu voir une entreprise lorsque je faisais le suivi de la mise en œuvre des recommandations.
elle est dans le domaine de l'hydraulique des flexibles. Il y avait deux sous-traitants qui se disputaient un grand donneur d'ordre. Alors, le nouveau responsable commercial qui est arrivé a fait du benchmark, certainement sans savoir. Il a regardé comment ses concurrents qui étaient meilleurs que lui à cet instant travaillaient. Le premier élément qu'il a choisi d'exploiter, c'est l'heure d'arrivée au travail. Les champions arrivaient à 8 heures. Il a impulsé en son sein de commencer désormais le travail à 7h30. Au moins, nous commençons le travail avant eux. Et maintenant, il faudra exploiter ce gap de 30 minutes pour pouvoir jauger un avantage comparatif. Il a constaté que les flexibles, qui sont de petites courroies comme celle-ci, on les amenait en opération en VX. C'est-à-dire que lorsque leur client avait un problème de flexible, on immobilisait tout un chauffeur, toute une voiture, consommant du carburant, prenant du temps pour venir réparer dans l'entreprise. C'était le cas chez eux, c'était le cas chez le concurrent. Alors, il a estimé que lui, il utiliserait une VX pour aller au palais de l'unité. Il utiliserait une VX pour aller au festival de Cannes. Il utiliserait une VX le jour, par exemple, du 14 février ou du 8 mars, où c'est la fête des femmes. Mais certainement pas pour aller réparer une simple courroie. Alors, il a proposé à ses clients qu'écoutez, plutôt que d'immobiliser cette voiture que moi je veux pour mon voyage de noces avec ma fiancée, appelez-moi, moi je vais venir en moto récupérer ce flexible, le réparer et vous le ramener. La grande entreprise gagne en temps, en économie de ressources, en carburant et lui gagne en fidélité. Tout cela est parti de l'observation qu'il a faite dans une démarche benchmark. Il est allé plus loin pour ceux des chantiers que ce client avait en dehors de la ville. Lorsque le flexible se gâtait, il fallait le mettre dans les agences de voyage qu'ils aillent récupérer d'assez longs processus. Il a dit, plutôt que de le faire, moi j'installe un peu comme une usine de réparation mobile dans vos installations. Il est là, si le flexible ne se gâte pas, c'est moi qui perds. Mais s'il se gâte, c'est vous qui gagnez parce qu'il se gâte à l'instant T, on le repart immédiatement. Vous me direz peut-être qu'il a dépensé en ressources, en temps, il a pris un risque, mais si vous dites qu'il a dépensé en ressources, en temps, je vous laisse peut-être quantifier ce qu'il a pu gagner en niveau de fidélisation de son client. Tout cela part d'une démarche benchmark d'identification, d'interrogation et d'adaptation de ce qu'il a identifié par rapport à ce que les meilleurs de son secteur fait. Au-delà de cela, ce qu'il faut retenir encore, c'est qu'en matière de benchmarking, la clé est d'adapter et pas d'adopter. Il ne s'agit pas de prendre et de coller, il s'agit de prendre et de pouvoir en faire votre exploitation pour qu'il soit le plus périn et pertinent par rapport à la nature de votre business. Ça ne vient pas de moi, j'ai mis le nom de l'auteur à côté pour que vous puissiez faire des recherches. Maintenant, la justification. La justification répond à l'interrogation du pourquoi le benchmarking. Pour cela, j'ai choisi quelques évocations. Si vous ne savez pas où vous allez, tous les chemins mènent là où vous allez. Vous avez vu ce tableau multidirectionnel. Ça veut dire en sorte que vous êtes embrouillé, vous êtes perdu. Et cette évocation est encore plus patente, malheureusement, pour des événements néfastes, puisqu'on est en pleine guerre. Un soldat nous expliquait, j'ai pas eu la chance d'aller au nord, on m'a dit que c'est extrêmement grand. C'est des grandes étendues de terre ou de savane entre deux régions, vraiment, c'est doit la multiplier par je ne sais combien. Alors l'expérience malheureuse qu'ils avaient, c'est qu'il y avait des soldats au départ qui mouraient de soif parce qu'ils se sont perdus. C'est-à-dire que ils ont voulu rentrer au camp, mais ils étaient quelque part dans le désert du Nord, ils se sont perdus et ils sont morts de soif. Alors on conseillait aux soldats
un peu en ironie et en provocation, c'est que plutôt que de mourir à un endroit que vous ne connaissez pas parce que vous êtes perdu et d'être bouffé par un charognard à la fin, il vaut mieux prendre une balle. Au moins, nous, on sait où on vous a laissé, on viendra ramener votre corps à votre famille. C'est pour dire tout le danger de cette configuration-ci. C'est extrêmement dangereux de ne pas savoir où on va. Ensuite, vous ne pouvez gérer que ce que vous pouvez mesurer. Je ne sais pas, la dernière fois j'étais en évaluation d'une entreprise